Tu veux que je commence? Quand tu veux. Moi, après, je peux couper. Donc. Ah, ok. Bon, alors c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur Fille Expat, la chaîne qui vous dévoile les aventures de filles francophones qui ont osé tout quitter pour vivre aux quatre coins du monde. Chaque semaine, Kelly vous fera découvrir une nouvelle destination, une nouvelle histoire à travers ses interviews. Préparation au départ, appréhension, découverte et adaptation aux nouvelles cultures, vous verrez à quel point chaque expérience peut être différente mais toujours très enrichissante. Donc si vous songez à vous expatrier ou que vous êtes simplement curieux de savoir comment on vit au Chili, au Danemark ou encore à Taïwan, on vous dit welcome! Le but de Kelly à travers ses podcasts est de partager avec vous le vécu, le ressenti des unes et des autres. Expatriée elle-même 9 ans entre les États-Unis et le Canada, passionnée de voyage et surtout grande épicurienne, et je sais de quoi je parle, elle adore partir à la rencontre de nouvelles personnes et échanger des points de vue. Allez, c'est parti, embarquement immédiat, bonne écoute! Salut à toi qui nous écoute et merci d'avoir choisi d'écouter cet épisode aujourd'hui. J'en profite pour prendre quelques secondes pour remercier Sarah qui m'a laissé un commentaire sur Apple Podcast qui dit « Un moment d'évasion, super, j'adore savoir qu'un nouvel épisode est en ligne pour l'écouter dès que possible. Quel bonheur de voyager de chez soi !» Merci à toi Sarah et aujourd'hui, prépare ton passeport car je vais t'emmener loin de l'Europe pour un pays très connu, mais pas forcément pour l'expatriation. Je vais donc laisser la parole à mon invité, si tu peux rapidement te présenter à nos auditrices et auditeurs en commençant par ton prénom, ton âge et la ville où tu te trouves actuellement. Voilà, mon nom c'est Gilberte en fait, mais depuis le lycée, on m'a appelée Gilou et je trouve que c'est préférable, surtout dans un pays comme la Jamaïque. Voilà, j'ai 74 ans et ça fait 50 ans depuis que j'habite à la Jamaïque. Alors, moi j'ai envie de faire un commentaire, c'est que jamais j'aurais deviné que tu avais 74 ans, tu ne l'as fait absolument pas. Merci. Donc la Jamaïque te réussit bien, en tout cas, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc en tout cas, je suis ravie de t'accueillir dans le podcast de Fille Expat aujourd'hui et je te remercie vraiment de bien vouloir témoigner parce que tu as un profil qui sort un peu des invités que j'ai d'habitude, puisque toi maintenant tu es même immigrée, hein, on peut dire ça comme ça. Oui. Est-ce qu'on va pouvoir faire un petit retour en arrière ? Et est-ce qu'on pourrait reprendre ton histoire ? Comment elle a commencé en France et comment es-tu en arrivée en Jamaïque ? Je devrais dire que d'abord, je suis fille militaire. Donc, je n'ai pas de ville d'origine, en quelque sorte, comme beaucoup de filles ou d'enfants de militaires. Et donc, je suis venue en Allemagne. Et mon père est mort lorsque j'avais 6 ans. Et ma mère est partie. Elle a voulu que nous habitions en France, près du village, près de la frontière allemande. Voilà. Et je parle de tout ça parce que, dans une certaine mesure, j'habitais dans ce petit village et mon rêve, c'était vraiment de partir. De partir de ce village, plus que de partir simplement pour explorer, bien que lorsque j'ai lu les aventures de Tintin, c'est quelque chose qui m'intéressait toujours. Et j'ai trouvé que c'était très, très excitant, enfin sa vie. À ce moment-là, j'avais 7 ou 8 ans et je trouvais que c'était excitant de savoir quelqu'un qui voyageait de par le monde et donc le fait de vouloir partir, c'était plus le départ de ce village en fait que d'aller voir ce que le monde avait à m'offrir. Super. Est-ce que tu pourrais nous dire dans quelle région ce village se situait ? Oui, c'est en Alsace du côté de Célestat. D'accord. Ah, je connais en plus, c'est super chouette. Et donc, du coup, tu étais dans ce petit village qui se rapproche très... Enfin, quand on est là-haut, on a l'impression d'être en Allemagne, en quelque sorte. Et donc, oui. Du coup, Tintin t'a bien inspiré. Mais comment t'as réussi à faire naître cette envie et de la rendre une réalité ? Comme c'était un petit village, il n'y avait qu'une école primaire, en fait. Et pour aller à l'école... Et j'étais obligée d'aller... Pour aller à l'école secondaire, enfin, il n'y avait pas d'école secondaire, donc on m'a mise en internat. Et l'internat, c'était pendant 8 ans. 6 ans à Bar, qui n'était pas très loin de chez moi, et 2 ans à Metz, en Moselle. Voilà, et c'était la fin de... Donc, j'étais toujours partie de chez mes parents. Je passais mes week-ends, quand je n'étais pas punie. Je rentrais pour les week-ends. Mais lorsque j'étais à Metz, je rentrais un peu moins fréquemment. Mais l'idée de partir pour Paris, c'est ce que je voulais surtout. C'était d'aller à Paris. J'aimais la grande ville. Et je pense que j'ai choisi mes amis parce que la seule amie que j'avais, qui était au lycée à Metz, habitait à Paris. D'accord. Donc, je pense qu'il y avait déjà quelque chose dans mon esprit qui fait que j'avais choisi cette amie parce qu'elle habitait à Paris. Et lorsque
mon internat, enfin, lorsque j'ai fini la terminale, je suis partie avec cette amie à Paris. J'ai dit à ma mère, voilà, j'ai trouvé un petit emploi comme garde d'enfants pendant 3 semaines, un mois, et je voudrais voir ce que Paris a à m'offrir. Et lorsque je suis arrivée à Paris, donc ça c'était déjà le départ de mon aventure dans une certaine mesure, parce que lorsque j'étais à Paris, j'ai cherché un emploi et j'ai écrit à ma mère pour lui dire que je ne rentrais plus en Alsace. Parce que ça, tu pourrais nous rappeler, c'était en quelle année? Ça devait être en 63 ou 64. D'accord. Toi, tu l'as su, t'es arrivée à Paris. Voilà, c'est clair, ça a clairement changé du petit village alsacien. Et donc, du coup, ça t'a tout de suite plu? Oui, mais au bout de 4 ans à Paris, j'ai trouvé que je n'avais pas... Enfin, ce qu'il me faut dans la vie, personnellement, c'est toujours un but. Et je n'avais pas ce but. Je voulais aussi entrer à l'université, mais comme j'avais fait des études commerciales, donc je n'avais pas de bac, j'avais un BSEC, et donc l'université était fermée pour moi. Et donc j'avais des petits emplois, enfin je dis petits emplois dans la mesure où le fait d'avoir suivi des études commerciales, ce n'est pas quelque chose qui m'avait vraiment enchantée, mais je l'ai fait parce qu'il fallait travailler. Voilà. Et mon dernier emploi à Paris, c'était la Maison Singer. J'ai donné ma démission parce que j'avais espéré travailler autre part et ça n'a pas marché. Et c'est à ce moment-là que j'ai lu un article sur Londres qui m'a beaucoup enchantée, enthousiasmée. Il y avait les Beatles, il y avait, je veux dire aussi, lorsque je lisais les aventures de Tintin, j'écoutais la musique ou des disques américains de langue anglaise que je ne comprenais absolument pas. Donc il y avait ce mélange de quelque chose d'étranger qui était dans une certaine mesure, qui avait quelque chose à faire avec l'anglais. Et donc, lorsque j'ai lu cet article sur Londres, ça m'a beaucoup intéressée et j'étais enthousiasmée parce qu'il y avait, oui, comme je disais, il y avait les Beatles, il y avait Cats, une représentation théâtrale qui était tout à fait moderne. Et j'avais l'impression que l'Angleterre représentait un côté libéral que je recherchais plus que ce que j'avais connu en France. Voilà. D'accord. Et donc j'ai décidé d'aller en Angleterre et je suis partie comme au pair. De la même façon où je suis partie de Paris, où je suis partie du lycée pour aller à Paris, je crois que j'ai tout entrepris de la même façon parce qu'il fallait que je sache où j'allais dormir, où j'allais travailler, parce que je n'avais pas mis d'argent de côté. Et donc ça, c'était 2 choses qui étaient importantes pour moi, dans la mesure où quand je savais où j'allais dormir et où j'allais travailler, donc ça représentait quelque chose déjà d'assez tangible qui me permettrait de vivre pendant un certain temps dans l'endroit où j'avais choisi de vivre. Et permets-moi de te demander, à cette époque, parce que le monde de l'Internet n'existait pas, les téléphones, je pense que c'était pas trop ça non plus, comment tu avais fait pour, justement, depuis Paris, trouver un petit travail de fille au pair à Londres? Ça, je ne me rappelle pas du tout. J'ai dû m'adresser à une agence en France, je ne me rappelle pas du tout. Okay. Je sais que je suis partie avec une copine, toutes les deux, donc c'est peut-être elle qui m'en a parlé. Mais je ne me rappelle pas du tout comment ça s'est passé. Ok. Non, mais en fait, ce qui est drôle, c'est que tu sais, quand au jour d'aujourd'hui, on essaye toujours de trouver quelque chose, un travail, etc., on ne sait jamais où s'adresser. Une fois qu'on trouve et qu'on se lance, et quelques années plus tard, on essaie, mais comment j'avais fait pour réussir ça? Ou qui est-ce qu'on s'en souvient pas, alors que pourtant, c'est une étape tellement compliquée quand on essaye de s'expatrier. Et pourtant, c'est celle dont on ne se souviendra pas forcément. Je crois que dans la vie, tout ce qu'on souhaite, on peut l'obtenir. Et donc, le fait d'avoir décidé d'aller à Londres, ou le fait d'avoir décidé d'aller à Paris, il y avait donc cette copine en France qui était de Paris, qui est devenue une amie, et donc c'est elle qui a servi en tant que de lien entre ce que je voulais faire et ce qui en fait est arrivé. Voilà. Donc, c'était elle qui m'a trouvé ce travail chez des amis à Paris pour être garde d'enfants. Le fait d'avoir voulu partir de Paris, trouver ce travail en Angleterre. Donc, on peut faire ce qu'on souhaite, on peut le faire, et il suffit de chercher, en fait. Et toi, le fait que tu ne parlais pas anglais, ça ne t'effrayait pas du tout? Non, pas du tout. Je suis partie avec un dictionnaire et un crayon et un morceau de papier. Et chaque fois que quelqu'un me parlait en anglais, si je ne comprenais pas, enfin,
je ne comprenais pas. Je leur demandais d'écrire. À ce moment-là, je cherchais le mot principal dans le dictionnaire. Moi, ce que je voulais dire, je montrais dans le dictionnaire. Voilà, c'est ce que je veux dire en anglais. Mais en fait, j'ai appris l'anglais assez rapidement parce que je n'ai mis que 4 mois pour pouvoir parler l'anglais, parce que j'étais vraiment très déterminée. Et la copine qui est venue, qui est partie avec moi à Paris, au bout de 4 je me rappelle que quand on sortait ensemble, de temps en temps, quand on avait un petit moment de liberté, on sortait ensemble. Chaque fois, elle demandait est-ce que vous parlez français. Et je lui ai dit écoute, on n'est pas venu ici pour demander aux gens s'ils parlent français, on est venu ici pour apprendre l'anglais. Donc moi, ça ne m'intéresse pas d'être avec des gens qui parlent français. Et au bout de 4 mois, moi, je parlais l'anglais, tandis qu'elle demandait toujours est-ce que vous parlez le français. Quand on est bien décidé à faire quelque chose, il faut avoir ce but à tout moment, au-devant de soi et de le suivre. Je fonctionne comme toi, moi il faut toujours que je sache en fait mon pourquoi je vais là, quel est mon but, parce que du coup une fois qu'on a une raison et qu'on est déterminé, on va avancer vers cet objectif, alors que des fois c'est vrai qu'il y en a qui sont je pars là mais je sais pas trop pourquoi, mais en général ça c'est pas des histoires qui vont être réussies entre guillemets, j'ai envie de dire. Ils peuvent être réussites, mais moi je sais qu'il faut que j'ai un objectif aussi, et c'est ça qui va m'aider à me lever le matin et à savoir pourquoi je fais ce que je fais en fait. Et en fait, ce qui s'est passé à Paris, je me suis rendu compte au bout de 4 ans que j'étais un peu à la dérive, parce que justement, il n'y avait pas ce but. Et Londres, pour moi, aller à Londres, ça représentait un objectif prochain ou suivant dans ce que je voulais faire. Et donc, ça n'a pas été un problème pour moi de partir, de quitter Paris et de vouloir aller en Angleterre, bien que je ne pense pas avoir décidé à ce moment-là que je partirais pour toujours en Angleterre. J'allais simplement comme je n'ai pas décidé d'aller si je voulais rester à Paris, donc, mais je ne savais pas combien de temps j'allais rester à Paris. Et Londres, c'était un peu le point d'interrogation aussi. Je partais, mais je ne savais pas pendant combien de temps j'allais partir. J'ai un objectif, mais je suis tout de même assez ouverte pour changer d'objectif dans une certaine mesure. Oui, en fait, tu vas t'adapter à ce qui se présente à toi, quoi, aux opportunités. Voilà. C'est ça. D'accord, et donc du coup, tu es resté combien de temps à Londres ? Pas très longtemps, parce que j'ai quitté la famille très rapidement. Il y avait un désaccord, mais j'avais rencontré quelqu'un, un Anglais, et je suis allée vivre avec lui. Et on a passé, donc j'étais à Londres pendant 1 an à peu près, ou un peu plus d'1 an, 14 mois. Et c'est à ce moment-là, un jour, il m'a dit est-ce que ça te dirait de venir avec moi en Jamaïque, parce que je viens d'obtenir un contrat en Jamaïque. Et ça veut dire qu'on va se marier, on partira ensemble. J'ai réfléchi pas trop longtemps, parce que l'idée de partir pour la Jamaïque, c'était quelque chose qui me tentait à ce moment-là, quand il m'en a parlé. Super. Il faisait quoi exactement pour obtenir un contrat aussi loin Il était ingénieur. D'accord. Et oui, c'était donc dans la construction, et c'était un journal spécialisé qui lui permettait d'obtenir un travail dans un pays du Commonwealth. Super. Donc la Jamaïque, ça faisait partie du Commonwealth. Et c'est comme ça qu'il a obtenu son travail. Donc du coup, vous êtes mariés et vous êtes partis rapidement. Voilà. On est partis tous les deux. Je savais qu'il y avait, comment je veux dire, quelque chose de stable, c'est-à-dire de partir avec quelqu'un. Du coup, tu as communiqué ça comment avec ta maman ? Parce que j'imagine que tu l'as tenue au courant quand même. Oui, d'habitude, je la mettais au courant après les fêtes. Ah bon. C'est-à-dire quand je suis partie à Paris, je lui ai dit par la suite que j'allais rester à Paris. Et j'ai dit quand même que j'allais me marier et que j'allais partir pour la Jamaïque. Alors ça, c'était un peu auparavant. Je pense que dans la mesure où j'étais mariée, elle n'était pas opposée au fait que je parte aussi loin. Sa réaction était plutôt correcte, on va dire ? Oui, elle était correcte, pas tout à fait positive, mais enfin elle était correcte dans la mesure où je partais avec... Donc j'étais mariée, je partais avec un mari qui allait prendre soin de moi, etc. etc. D'accord. Oui, donc à l'époque, voilà. C'était important de se savoir, entre guillemets, prends soin de nous, quoi. C'est ça. C'est ça. Donc je ne suis pas partie toute seule, je suis partie à Paris toute seule,
Je suis partie à Londres de toute seule, mais le fait de partir pour la Jamaïque, je n'étais pas seule. Et bah, tu sais, c'est tout aussi remarquable, hein, j'ai envie de dire, parce que tu sais, on peut partir avec quelqu'un qu'on connaît pas autant que ça, en fait, parce qu'un an, enfin, ça devait faire un an que tu le connaissais, c'est pas si énorme que ça. Donc c'est tout aussi pas remarquable, parce que du coup, ça peut très mal se passer une fois sur place, et là, du coup, ça craint un peu, quoi. Justement, ça ne s'est pas tellement bien passé sur place, dans la mesure où, en tant qu'Anglais, il voulait rencontrer que des Anglais. Et je lui ai dit, écoute, je suis venue en Jamaïque pour être avec des Jamaïcains, pour rencontrer des Jamaïcains. Presque immédiatement après notre arrivée à la Jamaïque, il y a eu ce départ, enfin, entre ce qu'il voulait faire et ce que je voulais faire moi. Bon, je sortais de temps en temps avec lui, mais ça m'intéressait pas de rencontrer des Anglais ou des expatriés. Moi, ce que je voulais, c'était rencontrer des Jamaïcains, d'être avec des Jamaïcains. En fait, je pense que pour certaines personnes, déjà de les faire aller dans un autre pays, ça les fait déjà tellement sortir de leur zone de confort que peut-être être avec des expatriés, ça leur permet de sortir de leur zone de confort, mais à plusieurs étapes. Moi, je suis un peu comme toi, quand je suis arrivée aux États-Unis, il était hors de question que je rencontre des expats, et on m'avait dit, ah, mais tu sais, il y a des expats à Chicago, etc., etc. J'avais dit, oui, mais moi, je suis venue vivre aux États-Unis pour vivre avec des Américains, vivre à l'américaine, etc. J'ai fait la même chose quand j'étais au Canada. Ça n'empêche que quelques années plus tard, je me suis autorisée, entre guillemets, à rencontrer des expats, parce que c'est vrai que de temps en temps, ça nous manque un peu nos coutumes, ou comme je l'ai déjà dit, manger une bonne tartiflette entre Français, c'est quand même sympa de temps en temps. Mais c'est vrai que je me retrouve dans ce que tu dis, c'est qu'il est important que quand on arrive quelque part, on apprend à connecter avec les locaux en fait. Et surtout en Jamaïque, parce que là, ça fait quand même un sacré changement. Je suis quand même allée à l'Alliance française pour rencontrer des Français. Mais donc c'était parce que pendant la journée, mon mari travaillait. Je ne connaissais pas tellement de Jamaïcains à ce moment-là. Donc il m'est arrivé d'aller à l'Alliance française. Peut-être, je ne sais pas, relativement souvent, peut-être au départ, mais c'était, disons, un point de chute pour moi, de rencontrer des Français. D'accord, ok. Et donc, est-ce que tu te souviens des ressentis que tu avais les premiers mois en Jamaïque ? C'était, comment je veux dire ? Non, j'étais très contente dans la mesure où je trouvais que c'était un très beau pays, plus développé que je n'avais pensé. J'avais lu quelques livres sur la Jamaïque avant de partir, mais c'était pas des livres touristiques. En fait, le tourisme n'était pas tellement développé à ce moment-là, au début des années 70. Et les livres que j'avais lus donnaient un aperçu de ce qu'était la Jamaïque, mais j'ai trouvé que c'était quand même un pays qui était relativement bien organisé, assez développé quand même. Et bien sûr, il y avait le soleil, il y avait le climat, les plages, tout ça. Et je pense que ce sont des choses qui m'ont beaucoup plu au départ. C'est ce que j'allais dire, justement, j'allais en venir, tu passais vraiment de la grisaille londonienne au soleil jamaïcain, donc ouais, c'est clair que ça a dû faire du bien au moral, quoi. Oui, absolument. Je me rappelle parce qu'on était allé habiter dans la montagne, enfin, la montagne, c'est-à-dire à une vingtaine de minutes de Kingston, et je me rappelle un jour d'être allé à Kingston et il y avait ce ciel bleu d'une couleur absolument splendide, les fleurs, enfin je me sentais bien, je me sentais vraiment bien. Super. À ce moment-là. Super. Tout était super, absolument. On a l'impression de voir le monde en couleur tout d'un coup quand on arrive dans les Caraïbes. Oui, et je me rappelle que lorsque mon frère est venu me voir, et la première des choses qu'il a dit lorsqu'il est rentré en France, voilà, je suis retournée dans la grisaille de mon pays, et c'est là vraiment que je me suis rendu compte de toutes les couleurs qui nous entourent, et de cette vivacité, on dit vivacité, qui se retrouve dans les gens, dans la végétation. Je pense que quand on habite en France, il y a aussi une différence entre le nord et le sud. Au sud, on vit beaucoup plus à l'extérieur. Et en fait, c'est la même chose pour la Jamaïque. On vit assez à l'extérieur parce qu'il fait tellement beau tous les jours. Et c'est agréable.
C'est ça, moi c'est ce que je suis venue, quand on me demande souvent, mais pourquoi t'es partie du Canada pour aller t'installer en Guadeloupe? Et c'est ce que je réponds, en fait, j'ai voulu changer cette vie d'intérieur, où je vivais beaucoup à l'intérieur, surtout parce que l'hiver est long, et j'ai envie de vivre dans un pays où je peux vivre dehors, en fait, parce que j'adore être dehors, j'adore être au contact de la nature, et c'est vrai que ça change son quotidien et sa façon d'être. Je comprends parfaitement ce que tu ressens. Et du coup, est-ce que pour toi, ça a été assez simple de t'intégrer justement à la Jamaïque et comment tu as réussi à te construire toute une vie? Oui, c'était assez simple dans la mesure où j'ai eu beaucoup de chance, je dois dire, parce que la femme de mon patron était une artiste. Et on est devenues copines dès le départ. Et, enfin, elle était anglaise, mais ce n'était pas l'anglaise qui voulait toujours être avec des Anglais. Et du fait, et dans la mesure où elle était artiste, elle m'a ouvert un univers que je ne connaissais pas tellement. J'ai commencé à prendre des cours de dessin à l'école des Beaux-Arts ici. J'avais un voisin, je me suis rendu compte que j'avais un voisin aussi qui était céramiste et donc j'allais le voir assez souvent. Donc dès le départ, j'étais dans ce milieu artistique avec un peintre, un céramiste qui m'ont introduit à beaucoup de choses qui sont passées ici dans la mesure où il y avait des expositions, donc j'allais aux expositions. C'était quelque chose de nouveau pour moi, d'avoir cette nouvel engouement que j'ai découvert en moi, qui m'a aussi fait rencontrer des Jamaïcains en fait. En fait, tu étais en train de découvrir une nouvelle passion tout en t'entourant d'artistes, et ça c'est quand même génial. C'est tout à fait, oui. Et en même temps, comme mon anglais n'était pas tellement bon tout de même, parce que je n'avais qu'un an d'anglais derrière moi, ou 1 an et demi, j'ai décidé de prendre des cours d'anglais. Et à ce moment-là, mon mari m'a dit « Pourquoi tu ne fais pas comme les Anglais ?» Comme j'avais parlé de vouloir entrer à l'université, il me dit « Pourquoi tu ne t'arranges pas à passer ce qu'on appelle ici A-level ?» c'est-à-dire c'est le niveau du bac qui permet d'entrer à l'université. Donc je me suis présentée, j'ai appris l'anglais et en même temps j'ai préparé ces O-level d'abord, parce que une fois de plus il me fallait un but lorsque je travaillais. Je ne voulais pas apprendre simplement l'anglais, donc mon but c'était de passer de réussir ces examens. Je me suis présentée en anglais littérature, anglais langue. Je parle allemand également dans la mesure où ma mère était d'origine allemande. Donc il y avait l'allemand, il y avait l'art également. Et je ne me rappelle plus quel était le 5e. Il en fallait 5. Il fallait 5 au level. Je les ai tous passés. Et ça m'a beaucoup encouragée. Je continuais à l'école des Beaux-Arts, mais enfin c'était en temps partiel seulement. Et j'ai passé par la suite les A-level, c'est-à-dire le niveau supérieur, qui m'a ensuite permis d'entrer à l'université. D'accord. Et voilà. Donc, j'étais la seule étrangère à aller à l'université dans les années 70. Et c'est ça qui m'a de nouveau ouvert beaucoup de portes, dans la mesure où, quand on est dans un pays, enfin, surtout un pays comme la Jamaïque, il y a une certaine insularité, dans la mesure où la plupart des gens, lorsqu'ils voient les choses, de façon jamaïcaine, ou qui se rapportent disons, à la Jamaïque. Mais lorsqu'on n'a pas de point de base pour expliquer ce qui se passe autour de soi, le fait de savoir, de connaître un peu l'histoire, de connaître les gens, ça m'a permis de parler avec des Jamaïcains de façon beaucoup plus égale dans une certaine mesure, parce que ça m'a permis de communiquer avec eux sur un niveau qui était un peu différent de quelqu'un qui était totalement expatrié et qui ne connaissait pas le pays. Donc j'ai appris un peu, parce que le cours que j'ai fait à l'université, c'était les relations internationales. Donc j'ai appris l'économie, la sociologie, l'histoire de la Jamaïque ou des Caraïbes. Parce que du coup, ils étaient assez ouverts pour dialoguer avec toi, justement? Ils étaient ouverts dans la mesure où je connaissais un peu l'histoire de la Jamaïque moi-même. Et je me rappelle avoir rencontré quelqu'un qui me disait « Oh, j'aime beaucoup la Jamaïque, j'aimerais beaucoup m'installer ici, mais je ne trouve pas qu'il y a il n'y a pas vraiment de communication. » Et je savais très bien de ce dont il parlait, c'était justement ce niveau de connaissance
qui est important dans une certaine mesure pour pouvoir dialoguer avec des gens qui habitent dans le pays. Comme c'est pas un milieu, la Jamaïque, c'était pas un milieu cosmopolite. C'est la raison pour laquelle ils voyaient beaucoup de choses à un niveau qui était vraiment, qui ramenait tout vers la Jamaïque. Et donc du coup, une fois que tu as été diplômée de ton université, qu'est-ce que tu as fait? Alors là, c'était un peu plus compliqué dans la mesure où j'avais un diplôme, une licence, mais je ne savais pas où j'allais pouvoir travailler parce que c'était une licence un peu vague. À ce moment-là, j'étais déjà divorcée de mon mari. D'accord. On avait divorcé, oui, on était ensemble pendant 5 ans seulement. Donc tout ça, lorsque je suis entrée à l'université, où on était encore ensemble, et 1 an après que je suis entrée à l'université, on s'est séparés. Donc il me fallait absolument trouver un travail. Et un copain m'a dit pourquoi tu ne travaillerais pas à l'ambassade de France. Et j'ai commencé à travailler à l'ambassade de France et j'ai quand même passé 12 ans à l'ambassade de France. Toujours avec l'idée de n'être pas satisfaite en moi-même. Épanouie, voilà. Je cherchais quelque chose qui, justement, qui ne serait pas un travail tout simplement, mais quelque chose qui me permettrait d'aller un peu au-delà d'aller travailler tout simplement pour payer mon loyer. Je cherchais vraiment autre chose. Oui, parce que malheureusement, la réalité des choses, c'est qu'aujourd'hui, il faut payer ses factures. Quand on se retrouve seul dans un pays et qu'on souhaite y rester, il faut payer ses factures. Et donc, du coup, payer ses factures tout en essayant de chercher sa voie, où est-ce qu'on aimerait s'épanouir, c'est pas tous les jours évident, en fait. Non. J'enseignais, pendant que j'allais à l'université, j'enseignais à l'Alliance française, mais c'était pas suffisant pour pouvoir vivre. Et puis c'est pas quelque chose qui, comment je veux dire, je voulais pas passer ma vie entière à enseigner simplement à l'Alliance française. Et j'ai accepté le travail à l'ambassade de France parce que ça me permettrait de rester ici en Jamaïque, parce que j'avais rencontré un Jamaïcain, donc je voulais rester en Jamaïque à ce moment-là. Et le fait de travailler à l'ambassade de France me permettait de rester ici, parce qu'il faut un visa, il faut avoir un permis de travail. Et, mais le fait de travailler à l'ambassade de France m'a permis de rester, parce que, comment je veux dire, j'avais ce permis spécial qui me permettrait de travailler à l'ambassade de France. Mais pas en tant que Française, en tant qu'étrangère. Quand on est dans un pays étranger, effectivement, en tant que Française, il y a l'Alliance française, mais il y a peut-être aussi un travail à l'ambassade, mais disons que c'est un travail qui n'est pas rémunéré de la même façon que si on était en France. Okay. Mais qui permet d'avoir cette liberté de rester plus longtemps sur place. Et donc, du coup, je sais que tu as fini quand même par travailler dans ce domaine qui te passionnait, qui est l'art. Oui. Alors là, à l'ambassade de France, moi, c'était un travail. Je cherchais tout de même quelque chose qui me permettrait de m'épanouir. Et comme dans le passé, j'allais à toutes les expositions d'art, je connaissais beaucoup d'artistes. Le fait de dire un jour à quelqu'un, à l'ambassade de France, ce que je voudrais faire, c'est d'ouvrir une galerie à Montego Bay, c'est quelque chose que... Ce sont des paroles, je ne sais pas d'où c'est venu, mais j'ai prononcé ces paroles. Ce que je voudrais faire, c'est d'ouvrir une galerie à Montego Bay, parce que Montego Bay, je ne connaissais absolument pas. Et je n'avais pas pensé à ouvrir une galerie non plus, bien que je connaissais beaucoup d'artistes jamaïcains. Lorsque j'ai prononcé ces paroles, je me suis dit, je pense que c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser, c'est quelque chose que je voudrais faire. Et c'est là que j'ai commencé à faire des recherches. Je suis allée à Montego Bay pour voir s'il y avait une galerie. Il y avait une toute petite galerie, mais ce que je voulais moi ouvrir, c'était une galerie beaucoup plus grande. Et donc j'ai recherché le terrain dans une certaine mesure. J'ai trouvé un endroit où je pourrais ouvrir une galerie, et pendant à peu près, parce que j'étais toujours à l'ambassade de France, et on m'a dit, écoutez, vous êtes sous contrat, vous ne pouvez pas partir comme ça. Donc si vous partez à la fin de votre contrat,
à ce moment-là, on vous paiera une prime pour avoir travaillé à l'ambassade de France pendant un certain nombre d'années. D'accord. Donc, normalement, c'est après 15 ans, mais comme je n'avais fait que 12 ans, je me suis tout de même renseignée pour savoir si c'était possible de me payer cette prime, et on m'a dit que oui. Ah, génial. Alors, voilà, oui, tout à fait. Donc, j'ai continué à vivre ce rêve d'ouvrir la galerie. Et Montego Bay était à environ 3 heures de route à ce moment-là, ou 3h30, 4 heures de route. Et donc, j'allais pendant tous les week-ends à Montego Bay pour essayer d'ouvrir cette galerie. Et je revenais pendant la semaine à l'ambassade de France. Wow. Et en fait, j'ai ouvert la galerie au bout de 4 mois. Mais c'était qu'on appelle un soft opening, c'est-à-dire c'était pas officiel. Et donc tous mes week-ends, j'étais à Montego Bay et pendant la semaine, j'étais toujours à l'ambassade jusqu'au moment jusqu'à la fin de mon contrat. Et à la fin de mon contrat, qui était au mois d'octobre, j'ai dit au revoir ambassade de France et je suis partie pour m'occuper de la galerie à temps complet. Tu avais un sacré courage quand même d'aller les week-ends travailler à Montego Bay parce que les plages, elles sont quand même incroyables là-haut. Oui, mais c'était pas tellement pour les plages. Moi, ce qui m'intéressait, j'étais tellement prise par ce travail que c'est ça qui m'intéressait vraiment en fait. Question aussi un petit peu personnelle, mais cette prime que tu recevais de l'ambassade, elle était assez conséquente pour que tu puisses investir dans ton projet, ou est-ce que tu as dû faire des demandes d'aide et des choses comme ça? Enfin, j'avais mis un peu d'argent de côté. J'avais un peu d'argent de côté, mais la prime était assez importante pour me permettre effectivement d'ouvrir cette galerie. Le plus difficile, c'était d'obtenir un permis de travail. Les autorités jamaïcaines n'étaient pas tellement d'accord pour que j'ai ce permis de travail. Mais lorsque je leur ai dit, écoutez, et je pense que c'est là où justement le fait de monter cette galerie à Montego Bay est devenu important, parce que je dis aux autorités jamaïcaines, écoutez, j'ouvre une galerie à Montego Bay, ça va faire entrer des devises étrangères. Et dès que j'ai prononcé le mot devises étrangères, à ce moment-là, elle m'a dit, OK, voilà votre permis de travail. Oh waouh, ça se passait comme ça à l'époque. Oui, parce que sinon, si j'avais voulu ouvrir une galerie à Kingston, je ne pense pas que ça aurait été possible. Je suis étonnée qu'après autant d'années, tu n'aies pas pu tout simplement demander une citoyenneté jamaïcaine. J'avais demandé la citoyenneté jamaïcaine, mais il fallait être dans le pays au moins 11 ans à ce moment-là, de toute façon. Et je n'avais pas demandé la citoyenneté jamaïcaine parce que j'étais à l'ambassade de France. Ok. Donc, il m'avait semblé que demander la citoyenneté jamaïcaine pendant que j'étais à l'ambassade de France, c'est pas quelque chose qui pourrait marcher. Et donc, j'ai demandé la citoyenneté une fois que j'ai ouvert la galerie. Et puis, j'ai dû attendre une dizaine d'années avant que ce soit accordé. Ah oui, quand même. Toi, tu avais compris à ce moment-là que la Jamaïque, c'était vraiment l'endroit où tu voulais rester. Il n'y avait plus de retour en arrière entre Paris, Londres, l'Alsace. Voilà. Parce qu'à un moment donné, juste avec mon ami jamaïcain, on s'était séparés. Et je me suis retrouvée, je me rappelle très bien, un jour, je me suis retrouvée chez moi et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas l'intention de retourner en France. Je ne veux pas aller habiter en Angleterre. J'avais une copine que j'avais rencontrée, c'est la Jamaïque, qui était canadienne. Et je me suis dit, peut-être le Canada. Les États-Unis, ça ne m'a absolument pas intéressée. Et je n'ai pas pu prendre de décision. Et c'est par la suite, comme je n'ai pas pu prendre de décision, c'est par la suite où l'idée vraiment l'idée où j'ai prononcé ces quelques paroles qui en fait m'ont dirigé dans cette nouvelle voie. J'ai envie de te poser une question que je pense que beaucoup d'entre nous qui sont en train de nous écouter, ils se posent comme question, parce que du coup, tu ouvres une galerie d'art en plus en plein moment où Bob Marley, désolé mais je suis obligée de parler de lui, où tu es aussi en train de révolutionner la Jamaïque. Déjà, la question que je me pose, c'est est-ce que tu as déjà eu la chance d'aller à un de ces concerts? Non, en fait, je suis allée à des concerts, mais pas au concert de Bob Marley. Il n'y en avait qu'un seul qui était un grand concert, et l'ami jamaïcain avec qui je vivais, on a vécu ensemble pendant 8 ans, m'a dit non, je ne veux pas aller voir Bob Marley, je n'aime pas les foules et donc je ne suis pas allée à un concert de Bob Marley. C'est pas quelque chose que tu regrettes aujourd'hui?
J'ai regretté un peu, mais c'est pas un regret. Oui, c'est pas le genre de regret qui va t'empêcher de dormir le soir. Voilà, c'est ça. Mais du coup, est-ce que tu pourrais nous dire comment tu l'as vu, toi, justement, cette... j'ai pas envie de dire révolution, parce que c'est pas une révolution, mais ce rastafarisme qui s'est déclenché en Jamaïque, comment tu l'as vu de l'intérieur? C'était très intéressant dans la mesure où beaucoup de choses se sont passées dans les années 70. Bon, il paraît qu'à partir de la 40e minute, les gens arrêtent d'écouter. Et pourtant, comme tu peux le voir, ça devient très intéressant. Donc ce que je te propose, c'est de nous retrouver pour la suite de cet épisode. Donc il y aura une deuxième partie où elle nous racontera justement cette période en Jamaïque super intéressante. Et vous verrez, il y a une mission que Gilou m'a lancée et j'espère que tu vas pouvoir m'aider à accomplir cette mission. Pour ne pas rater la suite, je te promets que je vais la mettre en ligne très rapidement. Il te suffit, normalement, peu importe la plateforme d'écoute que tu utilises, tu peux souscrire, entre guillemets, gratuitement à la chaîne Fille Expat et du coup, tu auras une notification lorsque cet épisode sortira. Je te dis à bientôt!